Ah, c'est Ulrike Reisner. Comment ça va? Bonjour. Wie geht's? Merci, es geht gut, ça va bien. Ulrike, on va parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important qui est l'accord de coalition entre, les sociaux-démocrates et les conservateurs en Allemagne, qui va permettre à Friedrich Merz de devenir Kanzler, chancelier officiellement. Je crois que le vote doit se faire au Bundestag début mai, Début mai, c'est le vrai. 6 ou le 7 mai. Mmh. Qui est, pour moi, un choix énigmatique parce que si j'ai bien compris, la date a aussi été choisie pour, que, le chancelier puisse participer ès qualité, comme on dit, aux célébrations du débarquement en Normandie. Date, tout à fait mystérieuse et notamment pour qu'il puisse, d'une façon ou d'une autre, assumer la place de l'Allemagne légitimement dans, le concert européen post-débarquement. Je rappelle évidemment que, c'est un sujet sensible, dans cette émission, mais on rappellera infiniment que le débarquement du 6 juin 1944 n'est intervenu, qu'une fois, que les troupes soviétiques étaient suffisamment avancées à l'est pour être sûrs que les occidentaux, les Américains, les Anglo-Américains remportent la victoire et que donc ce n'est pas grâce au débarquement de Normandie que l'Europe a été libérée du nazisme, mais c'est quand même grâce à la souffrance, au sacrifice des Russes à l'époque soviétiques et c'est grâce au fait qu'ils avançaient en territoire polonais, puis allemand, que l'Europe a été libérée. C'est pas grâce aux Anglo-Américains, contrairement à ce qui est dit régulièrement. Voilà, c'était le petit rappel historique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet accord de gouvernement qui a été conclu finalement en Allemagne? Alors oui, peut-être il faut, expliquer un peu parce que j'ai tout à fait, l'impression qu'en ce qui concerne, les accords politiques, il y a une grande différence, entre, par exemple, la France, et l'Allemagne ou bien aussi, l'Autriche parce que l'Allemagne et l'Autriche, ce sont des pays, fédéraux. C'est-à-dire, nous avons, depuis, le 2e guerre mondiale, nous avons, dans nos républiques, une tradition un peu différente en ce qui concerne, la politique et en ce qui concerne de former des coalitions. C'est pour nous, c'est la vie quotidienne, non seulement, au sein de la République, mais aussi au sein des Länder, c'est-à-dire, les États, fédéraux. Pour nous, c'est bien normal parce qu'il faut trouver toujours un partenaire pour former, comme j'ai dit, une coalition du gouvernement. C'est pour ça que non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche, c'est bien important d'avoir des négociations après les élections. Hein. Principalement, c'est le parti qui a gagné la majorité ou bien la plupart des voix pendant les élections qui commence à négocier et qui commence à chercher qui pourrait être un partenaire pour une coalition. Dans le cas d'Allemagne, on avait les élections, les législatives fin février, le 23 février. Et c'était l'union, c'est-à-dire ce sont les partis de CDU, c'est le parti de Friedrich Merz, et c'est le CSU, c'est le parti fraternel en Bavarie. Et ensemble, on s'appelle l'Union. Alors, ce sont les conservateurs en Allemagne. Alors, les conservateurs en Allemagne ont reçu à peu près 28 quelque chose pour cent. Ils étaient le parti le plus fort. Et c'était pour ça que Merz a commencé à négocier
avec les sociodémocrates. Pourquoi avec les sociodémocrates? Parce que les sociodémocrates d'Olaf Scholz, ils ont perdu beaucoup de voix, c'est-à-dire c'était environ 16%, c'est catastrophique, hein? Jamais, jamais tellement peu comme ça. Mais ils ont commencé à négocier une coalition. Pourquoi avec le sociodémocrate? Premièrement, parce que Merz a toujours dit jamais, jamais, jamais avec l'AfD. C'est une chose, mais l'autre chose c'est que en Allemagne, il y avait toujours des coopérations entre les conservateurs et les sociodémocrates. Alors, il y a une tradition aussi pour cela. Et c'est pour ça qu'on a commencé à négocier. Ce contrat de coalition qui nous est présenté maintenant, c'est un contrat, mais il faut que les partis décident sur ce contrat. C'est non seulement les conservateurs, mais aussi les sociodémocrates. Et c'est intéressant parce que on attend qu'il y aura peut-être aussi des critiques, non seulement du parti des sociodémocrates, mais aussi des conservateurs, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas contents avec ce résultat. Mais alors, donc là, sociaux-démocrates et conservateurs se sont mis d'accord sur un programme de gouvernement. Il faut dire, ce qui est très surprenant pour nous en France, c'est que c'est un peu comme si on disait le parti de Nicolas Sarkozy et le parti de François Hollande se mettaient d'accord pour gouverner ensemble, ce qui en France est incompréhensible, surtout avec la constitution de la Ve République, qui a justement été conçue pour éviter ça et pour Mhm, dégager des majorités, même si ça ne marche plus très bien, là. mhm. Mais donc ils sont mis d'accord, et il y a quoi dans sur un programme qui est extrêmement long, qui balaye tous les sujets, y compris, la pêche, l'élevage, tout le détail des énergies, tout un tas de sujets extrêmement techniques, ce qui est incompréhensible pour les Français qui ne voient jamais un gouvernement présenter son programme clairement. Ça se résume en France, généralement, à une déclaration de politique générale du Premier ministre qui dure à peu près 1 heure, donc c'est 10 pages, mais écrit gros, et ça n'a rien à voir avec les 50-60 pages écrits petits de l'accord de coalition. Il y a quoi dans cet accord de coalition, Ulrich? En tout cas, c'est un accord de coalition où on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, je pense que ça vaut pas la peine de papier. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y avait plusieurs groupes d'intérêt qui voulaient bien avoir aussi leur but, leur projet, etc. dans ce contrat. Mais il faut constater, bien sûr, il y a beaucoup de chapitres. On parle de l'économie, de la défense, de la sécurité, de la vie sociale. On parle des retraites. On parle par exemple, aussi des affaires internes, etc., etc., etc. Alors, tu vas trouver beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et le problème de ce contrat, et c'est aussi un grand critique, c'est que c'est tout et rien. C'est pour ça, comme j'ai dit, ça c'est le grand critique. Il faut toujours constater qu'il y a aussi un problème budgétaire, parce que les deux côtés se sont mis d'accord de dire, bon, on va faire ça si on peut payer pour tout ça. Et bien sûr, faut dire, alors c'est un papier, hein, mais on va voir ce qui va se passer dans la réalité. Bon, mais je dois quand même te confier, et je vais faire un gros effort, Ulrich.
je vais te confier mon admiration pour le peuple allemand. Ma grand-mère s'est retournée. Ouf! Voilà. Ouf! Ma grand-mère est en train de taper à la porte là. Euh, votre accord de gouvernement commence par nous sommes attachés à l'économie sociale de marché. Mhm. Ce qui est en France d'abord une expression que personne ne comprend et qu'ensuite qui est interdite pratiquement. Aucun politique ne dit je suis pour l'économie de marché en France. Ou alors il cherche la révolution, il veut être impopulaire tout de suite. Explique-nous ce que ça veut dire l'économie sociale de marché. En tout cas, il faut constater que c'est pas une idée de Friedrich Merz ou des sociodémocrates parce que cette idée de l'économie sociale, c'est une base il me manque le mot maintenant. Euh, Wilhelm je, Deutsch. ah non, 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 je vais trouver le mot excuse. Quelquefois, écoute, il est avant 11 heures. Et j'ai encore dit, c'est difficile de parler avant 11 heures. Non, écoute, cette économie sociale, c'est à intégrer dans nos constitutions, non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche. C'est la base. Hein, si tu veux, Mais on a, c'est économie sociale ou économie sociale de marché? économie sociale de marché. En allemand, on dit soziale Marktwirtschaft, c'est-à-dire, c'est pas d'un point de vue libéral, c'est pas une économie de marché tout à fait libérale, mais il y a des aspects sociaux, par exemple, en ce qui concerne le financement des services de base en ce qui concerne, par exemple, les retraites, la santé, etc. Et c'est un parti intégral de cette idée d'avoir une économie de marché, mais avec des grands aspects d'État pour servir ou pour offrir aux gens des services de base sociale. C'est pour ça il y a toujours en Autriche et en Allemagne des grands problèmes maintenant. Pourquoi? Parce que l'État social nous coûte très cher. Et ça, c'est aussi, en ce qui concerne l'économie, c'est un problème parce qu'il y a toujours une grande bureaucratie et aussi, ça coûte énormément cher. Bon, s'il te plaît, Ulrich, fais-moi un petit plaisir. Redis-moi l'expression dans ton allemand autrichien. J'adore cet accent. L'économie sociale de marché. Die soziale Marktwirtschaft. Ouais, c'est génial. Et on a tout de suite l'impression d'être sur une piste de ski dans le Tyrol. Mais non, mais non, mais non, écoute, hein. Concrètement, quand même, ça signifie que, alors que l'AfD a fait un bon score et que Die Linke, Sarah Wagenknecht ont quand même une réalité politique forte, ce qui est le signal qu'il y a une attente de changement. Ça signifie quand même qu'on va avoir une coalition de gouvernement qui ne va pas changer grand-chose au système allemand actuel. Oui. Oui, tout à fait. Parce que en ce moment, c'est le grand problème de Friedrich Merz. C'est quoi le grand problème? Il a décidé de essayer une coalition avec les sociodémocrates. Mais ensemble, les deux partis, alors les conservateurs et les sociodémocrates, ont qu'une toute petite majorité au Bundestag. Ensemble, ils ont 52%. Et c'est un peu difficile, hein, parce que, et ça c'est bien important de comprendre, je sais c'est difficile pour beaucoup de pays qui n'ont pas un système fédéral,
Mais chez nous, c'est tout à fait bien important de savoir que nous avons la deuxième chambre, c'est la chambre des Länder. Et j'ai préparé une petite photo parce que je pense qu'un photo, c'est ah oui, un photo, c'est toujours bien intéressant. Alors, je vais expliquer ce qu'on voit dans ce photo. C'est la composition de la deuxième chambre en Allemagne, c'est-à-dire c'est le Bundesrat, c'est la chambre des Länder. Et c'est intéressant parce que si on regarde seulement les couleurs, ça devient plutôt clair ce qui est le problème pour Friedrich Merz, parce qu'on voit ici les différentes Länder, c'est-à-dire Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, etc., etc. Et on voit, si on regarde les couleurs, on voit la composition des gouvernements des Länder et ils sont représentés au Bundesrat. C'est-à-dire, si on prend par exemple à gauche ici Baden-Württemberg, ils ont 6 sièges ou 6 voix au Bundesrat, c'est-à-dire c'est une composition des verts et des conservateurs. Alors, vert, c'est vert. Et le noir, c'est chez nous, c'est la couleur pour les conservateurs. Mais il faut aussi savoir que s'il y a des votes au Bundesrat, c'est bien important de savoir que chaque land doit voter unanime. Je pense que c'est le mot pour ça, non? À l'unanimité par C'est région, par exactement. land. Exactement, c'est-à-dire, c'est pas possible, par exemple, si on prend cet exemple de Baden-Württemberg, c'est pas possible que les Verts de Baden-Württemberg disent ah nous sommes contre et les conservateurs disent bon nous sommes pour. C'est pour ça si on regarde cette composition de Bundesrat, on voit qu'il n'y a que quelques Länder où il y a en ce moment une coalition conservateurs sociodémocrates. Par exemple, en ce moment, on voit il y a une coalition comme ça en Saxonie ou à Berlin, par exemple. Hein? À Berlin, il y a c'est CDU et SPD. Exactement. C'est pour ça que Friedrich Merz a bien besoin aussi des Verts. Pourquoi? Parce qu'il y a au sein de l'Ender quelques gouvernements avec une participation des Verts et ce sont aussi, comme on voit très bien ici, ce sont des Länder qui sont très grands. Par exemple, Nordrhein-Westfalen, c'est quoi en français? Alors Rhénanie, Nord-Rhénanie-Westphalie. Exactement. Alors tu vois, c'est un grand pays avec 6 sièges ou 6 votes. La même chose s'applique pour Baden-Württemberg. Là aussi, il y a une coalition en ce moment entre les Verts et les conservateurs. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête ce fait que en Allemagne, il n'y a aucune loi sans que le Bundesrat soit aussi Associé. associé. Exactement. Ça, c'est bien important de savoir. Et si on regarde cette photo, on voit très bien qu'il y a un problème pour une coalition entre les conservateurs et les sociodémocrates parce que dans la première chambre, ils n'ont qu'une majorité que 2%. Alors, c'est 52%. Et au Bundesrat, c'est encore pire parce que ça change aussi toujours. S'il y a des élections au sein de l'Ender, cette composition, ça change. Alors, est-ce qu'on doit en déduire est-ce qu'on doit déduire de ça que, au fond, Friedrich Merz sera le chancelier de l'impuissance à un moment critique pour l'Allemagne, parce qu'on voit bien que le protectionnisme de Donald Trump
clairement dirigé contre l'industrie allemande, même si pas que, mais il est dirigé contre l'industrie allemande. On voit bien qu'il y a des débats sur la défense en Mmh. Allemagne, Mmh. sur le rôle de l'Europe. Alors, Mmh. j'ai trouvé intéressant dans le programme de gouvernement que Merz, enfin cette coalition dise clairement nous rejetons les règles, les interdictions européennes de certains produits en matière d'agriculture, nous refusons les règles européennes sur l'utilisation des sols. Ouais. Et donc, il y a aussi des débats sur, sur la place de l'Europe. Est-ce que, comment tu penses que ça, Merz va pouvoir armer l'Allemagne face aux défis qui sont posés aujourd'hui? Alors, pour commencer, et il faut, souligner qu'il y avait aussi non seulement, de mon côté, mais par exemple Édouard Husson qui connaît très, 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 très bien, l'Allemagne. Il a aussi écrit beaucoup, de textes au courrier des stratèges. Par exemple, on a, toujours souligné, que, l'Allemagne, en ce moment, est toujours un vassal des États-Unis. Hein. Il faut constater ça. Il y a aussi des bases militaires des États-Unis en Allemagne. Il y en a beaucoup, à peu près 20, 23, 25, quelque chose comme ça. Et ça, il faut toujours avoir en tête. En ce qui concerne Friedrich Merz, il faut constater que cet homme, il est avocat. Il a travaillé pour des grandes cabinets aux États-Unis. Il était lobbyiste de BlackRock en Allemagne. Et il était aussi président d'un club exclusif en Allemagne qui s'appelle Atlantikbrücke. Atlantikbrücke, si on traduit ça, c'est le pont avec l'Amérique. C'est un club exclusif entre l'Allemagne et les États-Unis. Et c'est là où il y a tous ces accords, tous ces débats clandestins derrière les coulisses. Et il était président de cette association pour à peu près 10 ans. C'est pour ça qu'il faut savoir que, au moins, moi, je suis convaincue que Friedrich Merz, toutes ses pensées sont formées par cette idée de l'atlantisme. Hein. Et si on regarde ce qu'il a fait les dernières semaines, il y a une phrase qui me plaisait beaucoup parce que ça m'a montré ce qu'il fait, Friedrich Merz. Quand il a présenté ce contrat de coalition, il a dit, pendant la conférence de presse, il a dit Germany is back on track. Il a dit ça en anglais. Il n'a dit pas ça en allemand, mais en anglais. Germany is back on track. C'est-à-dire, il a exprimé une grande vérité, au moins beaucoup d'Allemands pensent comme ça. Bien sûr, il voulait donner l'impression que les deux partis, alors les conservateurs et les sociodémocrates, vont remettre l'Allemagne sur les rails, surtout sur le plan économique. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est la constellation de cette coalition. J'ai toujours souligné ça. Mais en réalité, en assouplissant le frein d'endettement, Merz a satisfait la plus importante dépense de l'Allemagne vassale vis-à-vis l'industrie financière et de l'armement américain. Pourquoi ça? Parce que avec l'assouplissement de frein d'endettement, l'Allemagne peut s'endetter maintenant avec presque 900 milliards d'euros, dont 400
milliards pour l'armement. Et Friedrich Merz a toujours souligné que c'est bien d'acheter des armes aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, les grandes entreprises, ils peut fournir aussi l'Allemagne avec des armes. Et selon lui, c'était plus raisonnable aussi pour l'Europe de ne pas avoir, disons, une vingtaine ou une trentaine de différentes armes, mais toujours, disons, une dizaine, par exemple. Alors, du point de vue d'une Autrichienne, et on sait bien que l'Autriche est bien liée à l'Allemagne parce que nous sommes tout à fait dépendants en ce qui concerne l'économie. Du point de vue d'Autriche, c'est un développement qui ne me plaît pas du tout. Hein, parce Warum que, das? warum das? Parce que en ce moment, non seulement en Allemagne, aussi en Autriche, mais il s'agit aujourd'hui dans cette émission de l'Allemagne, on a besoin au sein du gouvernement des femmes et des hommes d'État. Alors, il nous manque des gens qui sont prêts à résoudre les grands problèmes. Et les grands problèmes, par exemple, en ce qui concerne l'Allemagne, c'est il faut une réforme de bureaucratie, il faut une réforme du fédéralisme parce que dans ce système qui a été établi après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des bonnes raisons pour établir une Allemagne avec un système fédéral. Mais aujourd'hui, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Et en tout cas pour l'industrie, c'est presque impossible. Et les coûts sont trop chers, il y a trop de bureaucratie, c'est très compliqué avec les procédures. L'Allemagne s'est décidée d'arrêter l'énergie nucléaire. Il n'y a pas d'autres sources pour produire assez d'énergie pour l'industrie. C'est-à-dire, en ce moment, il nous faut des femmes et des hommes d'État. Et Tu avec veux dire des gens à poigne, des gens forts. Oui, je sais que c'est dur et je sais que c'est très difficile, mais c'est un phénomène qu'on peut observer non seulement dans les pays germanophones, mais je pense aussi en France. On sait bien que le monde change et on observe qu'il y a des grands bouleversements, non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi, par exemple, sur le plan de l'économie mondiale. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant des hommes et des femmes déçus qui se concentrent sur deux, trois projets d'État qui sont essentiels. Et maintenant, je retourne au pacte de coalition. Ça, c'est pas de base. Excuse, ça, c'est pas de base. C'est une compilation d'un millier d'idées, hein, de cette côté, cette côté, cette côté, cette côté. Et en tant qu'Autrichienne, je connais très bien cette procédure de négocier les coalitions parce qu'il y a des groupes d'entrée là-bas, il y a des groupes d'entrée là-bas, et ils ont tous leur liste, une très longue liste. Et après ça, ça veut dire il faut intégrer ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est comme ça que tu composes quelque chose comme un programme, mais c'est pas un projet pour, disons, pour faire encore une Allemagne forte et aussi de réunifier ce pays qui est divisé, par exemple, entre l'Est et l'Ouest, si on regarde les résultats des élections. Bon, donc tu paries sur l'échec de cette coalition. Est-ce que tu penses que l'Allemagne va continuer son déclin dans les années à venir et notamment durant le mandat de Friedrich Merz?
Oui, tu m'as bien compris. Tu m'as bien compris, oui, oui. Je crains qu'ils vont échouer, oui. Ça va dépendre un peu des circonstances, et comme je dis toujours, je suis pas de viande, voyante, pas je suis pas de voyante, mais je pense que cette coalition, va échouer. Il y a, aussi aujourd'hui, il y a des grands débats, dans le parti. Par exemple, il y a un grand colère chez les jeunes sociaux-démocrates qui disent: «Ah, c'est pas un bon, contrat de coalition, il faut jamais voter pro». Alors, on va voir parce que comme j'avais expliqué, il faut que ce contrat passe aussi des élections au sein des partis. C'est-à-dire, il y a une vote chez les sociodémocrates et on va avoir les résultats après Pâques. Bon. Merci Ulrike. On te retrouve jeudi prochain pour cette émission Oui, À oui, l'Est, quoi de volontiers, nouveau? volontiers. On aura de l'actualité à discuter. Merci beaucoup Ulrike, à bientôt. À bientôt et joyeux Pâques. À toi aussi.